Shut up and sit down. OK, donc on va apprendre l'installation du serveur AIS et puis on va le faire en deux blocs. Donc dans cette vidéo-là, on va couvrir l'aspect web avec l'installation d'un site web. Et puis dans une seconde vidéo, là, on va faire le FTP. Les deux tirent leur source en fait de l'atelier 4.2 qui est la mise en place d'un serveur web de type membre, donc qui n'est pas lié à mon contrôleur de domaine, en fait qui n'est pas mon contrôleur de domaine. Pour l'atelier, ce que vous allez avoir absolument besoin, évidemment, c'est un serveur contrôleur de domaine tel que défini dans l'atelier 4.1. Et vous allez avoir besoin d'une machine virtuelle 2016. Maintenant, il est possible que vous ayez besoin du DHCP si votre client est en DHCP. Donc, il y a peut-être cette petite chose-là à considérer. Sinon, ben, vous pouvez mettre votre client, votre Windows 7 ou votre Windows 10 en IP statique. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez plus besoin du serveur 2012 R2 qui jouait le rôle de DHCP. Vous pourrez le laisser éteint, ce qui vous donnera un petit peu plus de puissance. Donc, si on va regarder la mise en situation, d'abord, on a une installation à faire. On va passer par-dessus. C'est pas différent de l'installation de 2012 R2 ou même à la limite de 2008. On fait les mêmes opérations de base, là. Si je m'en vais voir, juste pour illustrer mon propos, dans mon environnement 2016 que j'ai déjà préparé. Oups. Donc, j'ai même déjà joint au domaine. Ben, vous allez voir, j'ai déjà fait les configurations de base. Donc, je ne les réexpliquerai pas, mais c'est à vous de les vérifier et de les faire. L'autre chose, je remarque si on demande 2 disques durs, dans mon cas, j'en ai mis qu'un seul. Je vais en ajouter un là, au fur et à mesure de la vidéo. Ici, IP et convention de nom à choisir. Donc, dans le cas de notre mise en situation ici, là, on vous fait confiance pour en trouver un, mais évidemment, la lecture de la convention de nom fait en sorte qu'il y a un seul nom qui peut ressortir qui est S-MTL-Web01. Et au niveau de la convention ou la stratégie d'adressage IP, en autant que vous ayez choisi une IP entre 1 et 10, qui était la plage réservée pour ça, et que ce n'est pas 1 ou 2 qui sont déjà utilisés par des serveurs, donc dans mon cas, j'ai pris 3, là, ben à ce moment-là, vous êtes correct. Il y en a qui m'ont dit j'ai pris 5, j'ai pris 10, parce que je trouve ça plus facile à retenir. Pas grave, c'est pas important. Tant aussi longtemps qu'elle n'est pas en conflit avec un des deux autres serveurs, puis qu'elle est dans le range que l'administrateur a établi pour ses serveurs, votre choix il est bon. Donc, ici maintenant, si je regarde mon serveur local, ben, les configs de base que vous devriez avoir faites, évidemment, renommer la machine et la joindre au domaine. C'est pas obligé, mais le bureau à distance, l'activer, là, c'est pas mal un must. Rappelez-vous que le serveur est dans une salle à 18 degrés Celsius, c'est très bruyant, c'est pas très accommodant d'aller travailler direct sur le serveur. Donc oui, dans notre environnement virtuel ou si vous êtes dans un vSphere, vous pouvez y accéder à distance par l'environnement virtuel. Mais dans le cas d'un serveur physique, on va activer le bureau à distance pour se connecter via un client. Évidemment, j'ai renommé ma carte réseau, je l'ai appelée LAN pour qu'il y ait le nom de mon réseau et je l'ai adressé 172.16.1.3 et super important, ne pas oublier de mettre, on écrit un peu croche, le DNS. Donc souvent, on fait la partie en haut, on n'oublie pas. On va mettre l'adresse IP, le masque, la passerelle, ça on ne l'oublie pas. Puis on oublie la partie DNS, donc c'est super important de remplir la partie DNS en bas. Donc le primaire est toujours mon contrôleur de domaine. Puis le secondaire, ça devrait être mon FAI. Comme je suis dans un contexte d'école, ben moi j'ai mis Google avec 8888. Parfait.
si je regarde maintenant de l'autre côté, ben, sur Windows 16, je ne peux pas annuler les mises à jour. Donc, dans ma configuration de base, ce qu'on va faire plutôt, c'est prévoir une période, là, ici, modifier les heures d'activité pour lui dire, ben, le serveur, il travaille entre 8h et 20h. Donc, ce qui veut dire que Windows va essayer autant que possible là, de ne jamais utiliser cette période-là pour faire ses mises à jour. Malheureusement, ou heureusement, là, depuis Windows 10, duquel serveur 2016 tire sa source, on sait que les mises à jour, c'est plus un choix chez Microsoft. Tu choisis peut-être le moment, mais tôt ou tard, elle va avoir lieu. OK? Donc, leur philosophie, c'est qu'on a trop de problèmes parce que les gens ne font pas leur mise à jour. Donc, on leur donnera plus le choix. Ça s'inspire probablement un peu de ce que Apple faisait déjà. Pour le reste, il n'y a pas d'autre configuration. Donc, on commence. J'ai besoin d'un serveur web. Et si je regardais ma mise en situation, c'est pas juste un serveur web. Il va servir à mettre un wiki. Le wiki, en fait, est particulier. Donc, quand je regarde ici, ensuite, installer le rôle web et ajouter les services de rôle par défaut, ça va. Mais il faut que je me pose la question pour un wiki, qu'est-ce que ça prendrait de plus? Ici, mon admin est quand même sympathique. Je ne suis pas obligé d'aller sur le site Wikimedia. Il me le dit. Et ça va te prendre une redirection HTTP sous la fonctionnalité HTTP commune. Et dans l'élément développement d'application, il faudra ajouter CGI qui va permettre, entre autres, le PHP. OK? Dans certains cas, on va nous demander d'ajouter du ASP.NET, surtout si le site web sera développé utilisant les technologies de Microsoft. À ce moment-là, on aurait pu avoir d'ajouter dans l'onglet développement ASP.NET 3.5 ou la plus récente ASP.NET 4.6. OK? Donc, j'ai mon plan de match. C'est parti. Sur mon serveur, je vais zoomer pour qu'on voit un peu. Je vais aller, évidemment, comme d'habitude, dans Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Suivant. Ici, si mon serveur voulait gérer, grâce à la console unifiée, plusieurs serveurs, il faudrait que je sélectionne. OK? On va avoir ça des fois si ton contrôleur de domaine avait été un serveur 2012 ou un serveur 2016. Il aurait été probablement préférable, directement à partir du contrôleur de domaine, d'ajouter tous mes serveurs autres et puis à ce moment-là, de le contrôler par la console unifiée. Le prérequis à ça, c'est d'avoir WinRM 3. Dans ce cas-ci, 3.0. OK? Donc, souvent, le problème avec la console unifiée pour les versions 2008 serveurs, c'est que la version de Windows Remote Management, WinRM, n'est pas suffisante pour bien fonctionner avec cette console-là. Il y a une manière de l'updater, mais c'est en dehors du spectre là, de cette vidéo. Donc, je vais faire suivant. Ici, je vais choisir serveur web IIS. On va m'ajouter automatiquement, évidemment, la console de gestion IIS. Suivant. Ici, ne faites-vous pas avoir là, ces fonctionnalités générales. Donc, ce n'est pas les fonctionnalités d'IIS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le service de rôle qui est ici. Et là, sous fonctionnalité commune HTTP, je vais aller cocher la redirection. Et si je descends un peu plus bas, j'ai développement là, qui est ici. Je vais l'étendre. Et là, je vais aller cocher CGI. Je pense de mémoire que sous Windows Server 2008, ils l'appellent Fast CGI. Je ne sais pas pourquoi ils ont droppé le Fast. Là. Il est peut-être moins vite à cette heure, là, je ne sais pas. Mais ça s'appelle CGI. Les autres sont là, ce que je disais, le ASP, ASP.NET 3.5, 4.6. Donc, selon ce que vos développeurs vont vous demander, vous pourriez en ajouter. Suivant. Et installer. OK, donc installation réussie. On fait fermer. Et je vais aller chercher la console de IIS dans mes outils. Maintenant, je vais avoir le gestionnaire de service IIS. Une fois que celui-ci est lancé, je n'aurai plus besoin de la console unifiée derrière. Là, je peux aller la fermer, la console du serveur, et simplement travailler dans la console de IIS. Si on fait le tour un petit peu rapidement, on va avoir sur la console tous les serveurs qui sont connectés.
Donc, je vois ici SMTL Web 01. Et en dessous de ça, je vais avoir deux choses. Pool d'applications et site. Sous site, on voit que j'ai Default Website. Je vais avoir la même chose dans Pool d'applications. Le pool d'applications, en fait, c'est lui qui, techniquement, est l'application ou le service là, qui va être sollicité pour ce site-là. On peut voir qu'il est en état démarré. Bon, il fonctionne. Ben, ce site-là, par défaut, j'en aurais pas besoin. On va en faire un autre. Notez que j'ai certaines options qui apparaissent ici pour mon site et que si je voulais faire une configuration plus au niveau du serveur, ben, je pourrais aller dans SMTL Web 01 et j'aurai des options similaires. Par exemple, au niveau de l'authentification, si je l'ouvre, on voit que l'authentification anonyme pour un site web là, est activée par défaut. Ce qui ne serait pas nécessairement le cas pour un site FTP, là. Mais ça, c'est au niveau du serveur. Maintenant, au niveau du site, évidemment, il va hériter de ce que le serveur lui dicte. OK? Donc, dans certains cas, il faudra que si je veux le changer, je vais le changer en haut. Donc, je vais me débarrasser du site web par défaut. Je vais le supprimer tout simplement. Dans mon pool d'applications, ça ne sert à rien que lui reste là. Je vais le supprimer également. Et là, je suis prêt. Je vais aller créer un nouveau site en faisant, oups, c'est allé un peu vite. Bouton droit sur site, ajouter un site web. Si j'avais installé la fonction FTP, j'aurais également ajouté un site FTP. Ici, nom du site. C'est le nom que vous voulez lui donner, mais c'est une étiquette. C'est le nom qu'il va avoir dans IIS. Ça ne représente pas nécessairement l'URL du site web. Par contre, c'est une saine pratique d'essayer de faire en sorte qu'elle est identique à mon URL, que ce soit plus facile de l'utiliser. Donc, je vais l'appeler, dans mon cas, c'était wiki qu'on voulait. Donc, je vais l'appeler wiki.techplus.lan. Chemin d'accès physique. C'est aussi ici que ça se gâte. Par défaut, si je vais voir dans les chemins, sur le disque C, IIS installe crée en fait une structure de répertoire sous InetPub. OK? Internet public. Et pour les sites web, le site par défaut, normalement, c'est www.root. Le défaut de cette stratégie-là, c'est qu'il est sur le système. Il est sur le lecteur C. Et il peut donc avoir un impact négatif sur les performances de mon serveur et ça peut causer une certaine vulnérabilité. Donc, une saine stratégie serait de mettre mon site sur un autre disque ou à défaut d'un autre disque, au moins une autre partition. Donc, si je quitte cette zone-là, là, je vais voir mes disques. Là, j'ai oublié, moi, je suis pas mal sûr, là. Oups. Là, on voit bien que dans ce PC, là, j'ai que mon lecteur C. Alors, je vais aller dans VMware, sous Settings. Là, parce que j'ai oublié, je vais tout simplement faire Add. Et là, je vais aller ajouter un disque dur. Add Hard Disk, qui est déjà coché. Moi, j'ai tendance à mettre SATA, là, pas SCSI. Next, next. On nous dit de 5 gigs. Donc, 5. Single file. Next. Et finish. Maintenant, ici, évidemment, il ne le voit pas tout de suite. Il faut que j'aille l'activer. Donc, je vais faire bouton droite. Gestionnaire du disque. Et ici, là, voilà, je peux l'activer. Je ne vais pas le mettre en GPT parce que c'est pas ce que j'ai. J'ai une structure différente. Puis là, je vais faire un volume. Le paquet suivant. Mon nom de partition, je vais l'appeler Web. Terminé. Et ici. Stratégiquement, j'ai tendance à essayer de réutiliser les termes de IIS pour éviter de me chercher. Donc, mon dossier, je vais l'appeler également www.root.
dans www.root, maintenant, je vais aller créer un dossier qui va porter le nom de mon site. Donc, il s'agit de wiki.techplus.lan. Oups, pas Techolus, TechPlus. Et sous TechPlus, là, ils vont peut-être trouver ça bizarre, mais je vais créer 3 répertoires séparés. Le premier, je vais l'appeler sauvegarde. Le deuxième, je vais l'appeler développement. Et le dernier, je vais le rappeler wiki.techplus.lan. Donc, pourquoi je vais faire ça? C'est qu'en faisant cette structure de répertoire-là, wiki.techplus.lan, qui est directement sous www.root, je vais pouvoir le partager. Donc, si je regarde ici, là, celui-là, je vais pouvoir le partager via un partage SMB, par exemple. Là, c'est pas dans ma mise en situation, mais j'essaie de planifier à l'avance. Ou est-ce que, par exemple, je pourrais décider de partager via un partage SMB ce répertoire-là auprès de mon département de développement web pour que mes devs, quand ils veulent mettre à jour le site web, ils n'ont pas toujours à me contacter moi. Moi, le système administrator, j'ai autre chose à faire, d'autant plus que tout ce qu'ils veulent faire la plupart du temps, c'est mettre à jour des fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager cet élément-là. Et à l'intérieur, ben, ce sera, là, la structure peut changer un peu à l'intérieur parce que selon la compagnie, ça peut varier. Mais stratégiquement, j'ai mis développement, comme ça, s'ils sont en train de développer quelque chose, mais c'est pas encore prêt, ils peuvent le mettre là. C'est un peu comme le bêta. Sauvegarde, mais à chaque fois qu'ils vont vouloir remplacer le site, ce serait probablement une bonne idée qu'ils fassent une copie de celui qui marche, qu'ils le mettent dans sauvegarde, ensuite qu'il ait écrasé avec l'update. Et ben, wiki.techplus.lan, c'est l'endroit où on va déposer tous les fichiers, dossiers et ressources nécessaires à mon site web. OK? Petite particularité ici, comme je vais choisir en fait un autre emplacement que l'emplacement inetpub par défaut de IIS. Je vais devoir aller changer un peu les permissions. Parce que IIS, c'est lui, en fait, qui va se trouver à aller lire le contenu. Et donc, IIS lui-même va devoir pouvoir lire, dans le cas du FTP, écrire dans le répertoire qu'il y a là. OK? Si je m'en vais voir l'autre répertoire, donc je vais simplement dupliquer celui-là. Je vais aller dans le C. Inetpub. Et je regarde mon www.root. Je m'en vais dans ses propriétés et sécurité. Je peux remarquer là, je sais, je vais mettre tout en plus gros. J'ai un utilisateur un peu spécial qui est ajouté ici, qui est le IIS underscore IUSRS, donc IIS iUsers. C'est un groupe pour l'utilisateur intégré. Donc on voit là qu'il fait partie non pas du domaine, hein, il fait partie de SMTL Web 01. OK, donc c'est normal qu'il ne fasse pas partie du domaine. Et là, à ce moment-là, ce que je veux faire, c'est prendre cet usager-là et aller le mettre dans ce nouveau répertoire que j'ai créé pour wiki.techplus.lan. Sinon, mes ressources vont être là, mais elles ne seront pas accessibles parce que IIS n'aura pas de droit de lecture sur ma nouvelle structure de répertoire. Donc, m'inspirant de ça, je vais fermer ici. Je vais retourner. Et là, je vais y aller. Non pas, ben, je pourrais le faire depuis directement www.root. Comme ça, à chaque fois que je vais créer quelque chose en dessous, ça va suivre. C'est probablement ce que je vais faire. Sinon, ben, j'aurais pu le faire au niveau de wiki à ce niveau-là. Donc, moi, je vais aller ici. Propriété. Sécurité. Modifier. Ajouter. Et tout ce que je vais aller ajouter ici, c'est IIS underscore IUSRS. Et là, si je l'essaie, vous allez voir, là,
Il ne le trouve pas. C'est normal. Si vous remarquez, l'emplacement ici, qui est sélectionné, il fait une recherche dans techplus.lan. Et évidemment, il ne le trouvera pas. Donc, ce que je vais plutôt faire, je vais choisir remplacement. Et là, je vais dire non, non, cherche sur le SMTL Web 01. Et là, si je fais OK, il peut l'ajouter. OK. Je vais y aller en bas. Ici, là, ça ne sert à rien d'y donner autre chose que les 3 permissions par défaut qui sont là, la lecture. Dans le site FTP, ça pourrait varier. Hein. Si je veux que mon site FTP, je puisse aller pousser du stock dessus, il y a probablement une écriture qui sera nécessaire. Mais au niveau du site web, c'est un site web 1.0, c'est un site web d'information qu'on nous demande de faire. Il n'aura pas besoin d'une écriture. Si je le mets, ça ne causera pas de gros problèmes, mais ça demeure une petite faille qu'on préfère ne pas ouvrir. Donc, une fois que c'est fait, je vais faire OK, OK. Je vais descendre jusqu'à mon emplacement physique de mon site web qui est lui. Puis là, je vais juste vérifier. Puis évidemment, grâce à l'héritage, je peux voir que IIS Users a obtenu ses permissions. Donc, je suis confortable avec ça. Je vais retourner dans ma configuration d'IIS. Et là, chemin d'accès physique. Je vais faire 3 petits boutons ici. Je vais aller pointer, non pas sur route, mais regardez là, sur la plus basse ici. Là. C'est lui ici que je veux. Je dois pointer à l'endroit qui contient le fichier qui va me permettre d'ouvrir le site web. OK? Je vais faire OK. Et là, cette partie-là, elle est faite. Je peux tester les paramètres, mais vous allez voir qu'il y a un petit bug qui va survenir. Là. Je vais l'essayer. Là. Donc, au niveau des authentifications, il l'a trouvé, mais au niveau des autorisations, il n'est pas capable de le trouver. Il n'est pas capable de déterminer, en fait. Il ne dit pas que c'est pas un X rouge, là. Si c'est un X rouge, ça serait problématique. Ça veut dire qu'il l'a trouvé, puis il a déterminé qu'il n'a pas accès. Là, il fait juste dire que je ne sais pas si j'ai accès. Mais nous, on l'a vérifié, puis au pire, on peut y aller avec l'accès effectif, vérifier. On sait qu'il a accès, donc on est confiant. Sous nom de l'autre, maintenant, enfin, juste avant, protocole, évidemment, HTTP ou HTTPS selon ce que vous souhaitez. Nous, c'est un HTTP. Ici, adressage IP. C'est un peu étrange de le voir quand on n'a qu'une seule adresse IP, mais rappelez-vous qu'un serveur web peut avoir des dizaines d'adresses IP différentes. Surtout si c'est un gros serveur qui gère plusieurs sites web. À ce moment-là, toute adresse, ça ne sera jamais bon. Il va falloir vraiment choisir l'adresse IP qui correspond à spécifiquement ce site web-là. Nous, on peut le laisser soit à toute adresse non attribuée ou on peut aller sélectionner celle-là. Je vais la laisser par défaut. Et le port 80. Je pourrais faire une redirection de port si on veut. Ou est-ce que, par exemple, dire, ben moi, mon site web, pour que ce soit plus difficile de le trouver parce que je veux le cacher, il faut mettre, par exemple, à la fin, là, wiki.techplus.lan, 2.8080, mettons. Puis je dis, ben je vais utiliser le port alternatif de l'HTTP. Je ne le changerai pas. Et ici, là, c'est important. Ici, c'est le nom qu'il faut taper pour atteindre votre site web. OK? Donc, dans mon cas, à moi, celui qui m'intéresse, c'est wiki.techplus.lan. Je vais faire OK. Théoriquement, maintenant, mon site web est live. Évidemment, il n'y a rien dedans. OK? Et là, pour le tester, il va falloir que j'aille lui mettre quelque chose ici. Là. Le plus simple, si je vais dans NetPub, www.root, j'ai IIS Start là, qui traînait ici. Je pourrais l'essayer, là. Je ne sais pas s'il va marcher tel quel. Je vais essayer de le coller là. Ça peut marcher. Comment je sais quel nom le fichier peut avoir? Lorsque vous allez... j'ai un petit blanc, j'essaie de le trouver. C'est ça, site...
J'essaie de me rappeler. Là. Il y a un endroit où vous allez avoir carrément la liste de toutes les... Non, j'essaie de le trouver. Ah, document par défaut, je pense que c'est là. Voilà. Donc, dans le document par défaut, lui, là, il va chercher IIS, aussitôt qu'il y a une requête, il va chercher, est-ce que j'ai un default.htm? Non. Est-ce que j'ai un fichier default.asp? Non. Est-ce que j'ai un fichier index.htm? Non. Est-ce que j'ai un fichier index.html? Non. Est-ce que j'ai un fichier iisstart.htm? Oui. Je l'ouvre. Donc, dans certains cas, je pense entre autres à des vrais wikis où on va utiliser du PHP, il va falloir des fois aller ajouter là-dedans le nom du fichier. Par exemple, index.php. OK? Dans notre cas à nous, comme c'est juste un test, hein, nous, on n'est pas le développeur web, c'est pas notre rôle de faire ça. On ne sait pas quel nom va donner mon développeur web, mais je peux lui dire ça à mon développeur web. Écoute, à part IISstart, là, évidemment, on ne donnerait pas ça. Là. Mais tous les autres sont legit. Je peux dire à mon développeur web, regarde, ton site web, là, ta page par défaut sur laquelle je tombe, faut que ce soit un des 4 premiers ici, là, qui faut que ce soit un de ces 4-là. J'ai pas le choix. Si tu prends un de ces 4-là, IIS va l'ouvrir. Si tu prends pas un de ces 4-là, ça ne marchera pas. OK? Mais je pourrais en ajouter, je pourrais configurer différemment. C'est un peu en dehors du cadre du cours, là, on n'ira pas dans cette direction-là. Donc, oups, cancel, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc là, je vais le tester. 2 endroits où je peux le tester. Première des choses, ben, vous pouvez le tester depuis votre propre serveur. Et depuis votre propre serveur, le plus simple, c'est simplement de faire localhost. Il dit qu'il veut pas. Il n'y a pas de confiance, mon localhost. Ajouter. Oui, tu peux l'ajouter. Maintenant, fais-y confiance. Parce qu'il n'est pas en HTTP, fait qu'il n'est sûrement pas de confiance. Là, il dit 404 non trouvé. J'ai le sentiment que c'est le IIS le problème, là. Je vais l'essayer, mais je vais aller mettre ce que moi je fais toujours, là. Oui, j'ai utilisé IIS, là, qui était une petite nouveauté que je voulais essayer, mais on l'a enlevé. Mettez un document texte. Là, je vais l'appeler index. Wow! Rentrez dedans, là. Mettez genre hello world. On le renomme index.html. Évidemment, là, il n'est pas renommé pour de vrai, là. Fichier, extension de fichier. Enlever le .txt. Voilà. Donc, normalement, là, le navigateur va être capable d'ouvrir, il va ouvrir ça. Si mon site marche, il va ouvrir ça. Je peux mettre, si je veux, directement le HTML, là. Ça va le forcer un peu plus. Ah, il veut pas. On va diagnostiquer. On va l'essayer. Ah, je vais le redémarrer. C'est un guess, là, ce que je fais là avec le redémarrage. Sous FTP, c'est un bug connu. Si vous êtes en FTP et que vous utilisez l'authentification anonyme, je ne sais pas pourquoi, il ne faut pas me le demander. Il faut redémarrer votre serveur. C'est pas comme ça en 2008 R2. En 2016, si vous utilisez l'authentification anonyme, sous FTP, il faut redémarrer. Je n'avais pas testé qu'un site web. J'utilisais toujours le site web par défaut. Donc, il est possible que ce soit la même affaire. Donc, je vais redémarrer. On se revoit dans une minute. Parfait. Mon serveur est redémarré. Puis en fait, en réfléchissant bien, vous donnez toutes les chances qu'on va partir à partir du client. Je vais aller sur Windows 7. Je vais le démarrer lui aussi. Et ce que je vais commencer par faire aussi, c'est aller dans le 2008 R2 et aller faire une inscription dans le DNS.
Donc, présentement, là, mon site web, il est accessible si je tape tout le nom du domaine, du serveur avec son domaine. Donc, smtl web01.tech-lan. Techniquement, ça pourrait déclencher mon site web. C'est pas super pratique. Donc, je vais plutôt aller dans mon DNS sur mon serveur principal, puis je vais aller faire un CNAME. On voit que mon site web il est là. Mon serveur web, pardon, est là. Là, ben, à la place, je vais faire nouveau. Oups, pas ça. Nouvel alias. Je vais l'appeler wiki. Donc, on voit que cet alias-là devient wiki.techplus.lan. Donc, ça, c'est son FQDN. Et puis, ben, je vais parcourir jusqu'à mon serveur web. Et voilà. Et c'est fait. Et là, directement à partir de mon serveur ici, je peux tester si ça fonctionne, cette traduction-là. Oups, ça c'est ma vraie machine. Si je fais ping wiki.techplus.lan, le ping passera probablement pas à cause du pare-feu, mais je vais voir la traduction DNS. On peut voir là, juste ici. Il a bel et bien traduit le DNS, là, le nom de domaine, vers le bon serveur. Donc, je sais que mon DNS, de ce côté-là, ça fonctionne. Là, évidemment, mon serveur ne répond pas parce que le pare-feu le bloque. Je vais retourner dans mon 7 maintenant. Et là, c'est le moment de vérité. On a l'adresse en haut, je vais écrire mon adresse. http je l'avais ici. wiki.techplus.lan. Il fonctionne. Donc, on voit là très clairement que si je le zoome un petit peu là, pour qu'on le voit. Là. On voit en haut que c'est effectivement l'adresse techplus.lan. Puis ça, ben, c'est mon fichier Hello World là, que j'ai créé. Puis on voit qu'il fonctionne. Donc, le localhost ne marchait pas, probablement à cause des restrictions sur la sécurité renforcée qu'il y a dans Internet Explorer sur les serveurs. C'est sûr que ça n'a pas super bien marché mon premier test. Mais avec un client, c'est toujours plus sûr. Donc là, on voit que ton client fonctionne, il génère le site web, il lui a accès, IIS le transmet. Donc voilà, ça conclut pour ce qui est du site web. En résumé, les choses importantes, on installe le IIS avec les services de rôle qu'on nous demande ou qu'on peut déduire du besoin. Ensuite de ça, super important, on va se débarrasser du site par défaut parce que sinon, c'est lui qui va sortir possiblement en premier. Et on va aller créer un nouveau site, très important, avec un emplacement physique différent. Donc, pas le iNetPub par défaut. Puis, on va aller ajouter dans cet emplacement physique-là des permissions de lecture à l'utilisateur ou au groupe IIS_IUSRS, donc IIS iUsers, qui va avoir une lecture. Une fois que tout ça c'est fait, on fait notre CNAME dans le DNS pour être sûr qu'on puisse rejoindre notre site avec le bon nom. Puis là, on teste dans un client. Voilà, ça conclut.